Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans Libre à vous, c'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le sujet principal de l'émission du jour portera sur le collectif Alpes Numérique Libre, un collectif de directeurs et directrices de systèmes d'information de collectivités autour de Grenoble. Avant cela, nous écouterons Un monde sur mesure dans une nouvelle chronique de Florence Chabanois et nous finirons par une nouvelle humeur de G sur les abandonware. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 janvier 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Lavani. Salut Isa. Salut Étienne, et bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique FHX de Florence Chabanois, votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je crois que tu voulais nous parler d'un monde sur mesure. Oui, bonjour les copains. Bonjour Étienne. Bonjour Isa. Alors à chaque cours de bricolage ou de menuiserie, on me briefe sur l'importance de porter des gants et des lunettes de protection si je ne veux pas perdre un doigt ou un œil. S'ensuit un moment semi-comique où on me tend des lunettes et des gants taille Godzilla. Ah, oui, c'est une taille standard. Standard pour qui ? Je regarde autour de moi, une majorité de femmes dans le cours. On ne peut pas tenir les objets outils correctement. Les lunettes glissent. Est-ce qu'il vaut mieux se laisser entraver par ce qui est censé nous protéger ou laisser nos membres sans protection ? Avez-vous fait l'exercice de chercher des gants de bricolage, et pas de jardinage, dans un magasin pour des personnes d'1m60 ou moins ? Il n'y en a pas, dans les grandes enseignes. La semaine dernière, j'ai trouvé du taille 7. Alléluia. Il me manque une phalange et je peux glisser 2 doigts dans chaque doigt. Mais bon, c'est mieux que rien. Si vous en trouvez des biens parce que vous êtes trop fort, genre de la marque et du modèle que vous utilisez en tant qu'homme, n'hésitez pas à les envoyer à la radio. J'exagère un peu parce que sur le grand internet, quand je tape gants bricolage femme, il y a des résultats. Des images de gants roses, déjà. Ensuite, sur le premier lien, des XL, L, L, M. Ah, le pseudo taille 7 que j'ai déjà aussi. Lien suivant, des gants de ménage, taille M et L. Lien suivant, des gants XL et L et M, flanqués d'un rassurant pour hommes et femmes, sur la base de taille dite masculine, donc trop grand. Enfin, sur le dernier lien, je vois du taille 7, sur un gant qui semble adéquat. Je suis sauvée. Par contre, il n'existe pas de taille en dessous. Quelle idée de vouloir bricoler si vous faites moins d'1m60. Même souci pour les gilets de signalisation à vélo, les pantalons imperméables, les gants anti-feu, la température par défaut des bureaux de 22 degrés, la température idéale entre guillemets pour les hommes, alors que la température idéale entre guillemets est de 24 degrés pour les femmes, les médicaments. Que l'on parle de chaises ergonomiques ou d'équipements sportifs sur l'espace public, le masculin est le genre par défaut, voire unique des productions. Le monde est fait sur mesure pour les hommes d'1m80, les femmes viennent après, même si elles sont majoritaires, et ne parlons pas des minorités de genre. Parfois, les entreprises vont faire une exception. Elles vont généreusement sortir une gamme pour femmes qui sera vendue plus cher. C'est ce qu'on appelle la taxe rose. Cette pratique est encore trop répandue en France, que l'on parle de dentifrice pour enfants ou de déodorant. Le fait que ce soit exactement le même produit, en rose, en plus cher, ne fait pas rougir les marques. Ces dizaines de centimes de différence à l'échelle de ces produits de consommation courante coûtent facilement 20% du prix en plus. Rappelons aussi qu'en France, les femmes sont payées environ 25% de moins que les hommes. Aux États-Unis, une étude de la ville de New York faisait le constat que les produits pour femmes étaient en moyenne 13% plus chers en 2022. Au Canada, ParsHub révélait un écart de 43% d'écart sur les produits d'hygiène en 2016.
En 2021, donc quelques années plus tard, c'est pire. On atteint 51% d'écart. Un projet de loi a été initié en 2005 pour y remédier, donc toujours au Canada, sans aboutir. Au Royaume-Uni, pareil, les déodorants pour femmes coûtent en moyenne 9% de plus. En Californie, par contre, il est interdit de discriminer sur le genre pour un même produit depuis 1995. Avant le lancement d'un produit, les tests réalisés portent majoritairement ou exclusivement sur des hommes aussi. En conséquence, les GPS reconnaissent moins bien les voix féminines, ce qui nourrit un stéréotype que vous connaissez bien. Les femmes ont 73% de chances de plus qu'un homme d'être sérieusement blessé dans un accident de voiture, les mannequins ayant des morphologies masculines par défaut. Le personnel féminin, pendant la Covid, dans les hôpitaux, était moins bien protégé, car les premiers masques étaient taillés pour des gars d'1m80. Même dans un contexte professionnel, les outils et équipements oublient régulièrement les femmes, les exposant à plus de contraintes et de risques. La Women's Engineering Society montre que 74% des équipements de protection individuelle étaient conçus pour des hommes en 2009. 2/3 des femmes disaient que leurs équipements de protection les gênaient parfois ou de façon significative dans leur travail. Dans l'essai Femmes invisibles, une ouvrière de l'industrie ferroviaire qui avait des gants de taille dit ordinaire, donc taille 13 aux États-Unis, estimait dangereux de monter dans les locomotives avec et avait dû s'en plaindre à sa hiérarchie. Une autre femme, dans la même situation, a mis 2 ans avant de convaincre son responsable d'en commander d'autres. Vous avez sûrement déjà vu une crise cardiaque dans les films. Un homme qui se tord de douleur, la main sur la poitrine. Même s'il y avait des suspicions dessus, ce n'est que depuis 2023, donc depuis 2 ans, qu'on sait que les symptômes d'une crise cardiaque diffèrent entre les femmes et les hommes. Chez les femmes, le symptôme le plus fréquent est la dyspnée. J'ai du mal à le dire. Donc c'est l'essoufflement, la difficulté à respirer. Chez les hommes, il s'agit plutôt de douleurs thoraciques. Le site de l'assurance maladie, à ce jour, mentionne encore principalement les symptômes masculins, alors que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité chez les femmes. Il y a du boulot. Bon, je reconnais qu'il y a des cas où on se rappelle bien de l'existence des femmes. Les aspirateurs et les fers à repasser, surtout pendant la fête des mères. La contraception, on a des pilules dans tous les sens. Les gros mots et les insultes. On ne dit pas ah, informaticien, où est-ce que j'ai mis mes clés, ni fils de charpentier au malotru. En solution déjà, on n'est pas obligé de séparer en hommes-femmes. Cela éviterait de discriminer sans faire exprès, mais par taille tout court sur les vêtements ou par style. C'est aussi tellement intégré qu'on ne se rend pas compte. Se poser à chaque fois la question de est-ce qu'on couvre bien tous les genres, est-ce que c'est équitable, est déjà une bonne entrée en matière. Si vous voyez des discriminations sur le prix, vous pouvez les envoyer à Pépite Sexiste qui a déjà fait bouger plusieurs magasins. Enfin, au quotidien, ne lâchons rien. Demandez des produits pour tout le monde, encore et encore, qu'on soit homme, femme ou non-binaire. Merci Florence pour cette nouvelle chronique FHX, pour notre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. Sur le chat de la radio, Marie-Odile nous dit qu'effectivement les pianos aussi sont effectivement basés par défaut pour les hommes. On imagine bien la différence de taille. Et là, tu prenais l'exemple de cas concrets, je trouve extrêmement parlant, mais on imagine bien dans les usages qu'il y a sans doute des choses très similaires dans les usages logiciels et la manière dont ils sont développés. Et je pense que c'est bien qu'on soit toujours un peu collectivement vigilant sur ces enjeux. Clairement. En tout merci cas, Marie-Odile. Oui, merci pour le partage. Et je te remercie à nouveau pour cette belle chronique et je te dis à bientôt sur Libre à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir Florence. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous échangerons avec des représentants du collectif Alpes Numérique Libre. Avant cela, nous allons écouter Fasciste par Moma Swift. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. You hear it in the supermarkets, you hear it on the bus, you hear it in the coffee shops, you hear it down the park, you hear it at the hairdressers, you hear it where you work, you hear it everywhere, so it's no wonder you repeat the words. Immigration is stealing our jobs, immigration is getting us robbed. It don't matter that you're human or that you've got mouths to feed. Immigration is not benefiting me. So you hear about the cash
casuals or about the EDL. Britain first, the patriots are your local infidels. These racists claim they're heroes and you're liking what you hear. Your hatred is collective, you're a fascist, I'm from here. And you say, immigration is converting our children. Immigration is perverting our women. And anyone who disagrees is coward lefty scum. Immigration, go back to where you're from. So today is your big day out, you pile on the bus. You're pissed before midday, there's already been a punch up. Flags out high and proud, but there's only 10 of you. Cause no one else wants to be a fascist twat like you. From around the corner you already know you've lost. Whether it's 10,000 marching strong or Antifa, Black Bloc, we've come out to show you that your fascism ain't welcome here. And you spend the day nursing your broken nose over a beer. And you say anti-fascists are destroying our country. Anti-fascists are brainwashing you and me. White traitors, a lot of them, dirty anarchist scum. Anti-fascists are ruining our fun. And we say anti-fascists remember history. Anti-fascists will not stop until we're free. From white power attacks on blacks, from refugees being sent back, from unwarranted arrests and raids, from walking home not feeling safe, terrorizing diverse towns, media scapegoating browns. Anti-fascists don't stand down, anti-fascists won't stand down. Nous venons d'écouter Fasciste par Moma Swift, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Tout lien entre le choix de ce morceau et l'actualité récente serait bien sûr purement fortuit. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le collectif Alpes Numérique Libre. C'est peut-être moi qui ai oublié d'envoyer un jingle, je ne sais plus, ce n'est pas grave, voilà, c'est le direct. Je vous disais donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le collectif Alpes Numérique Libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission, donc libreavou.org/232. Donc pour parler de ce collectif Alpes Numérique Libre, j'ai plaisir de recevoir à distance 3 représentants de ce collectif, donc Julien Arnaud, DSI de la ville de Saint-Martin-du-Riage, DSI directeur des systèmes d'information, Olivier Luitier, DSI également de la ville de Fontaine, et Nicolas Vivant, directeur de la stratégie de la culture numérique à Réhy-Chirol. Bonjour à vous trois, est-ce que vous êtes bien avec nous ? Bonjour, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter, ainsi que la collectivité pour laquelle vous travaillez ? Julien ? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julien Arnaud, je suis DSI à la mairie de Saint-Martin-du-Riage depuis un peu plus d'1 an. Voilà, on est une commune d'à peu près de 6000 habitants, on est 150 agents et nous avons plusieurs écoles, nous avons plusieurs, on va dire, structures assez importantes pour notre population et on essaye de faire cohabiter tout ça avec du numérique à jour et proposer des services les plus agréables aux citoyens. Parfait. Olivier ? Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Luitier, DSI de la ville de Fontaine. Donc moi j'ai pris mes fonctions en 2021 avec le plaisir de poursuivre une dynamique qui a été amorcée il y a quelques années déjà. Donc en quelques chiffres, Fontaine est une ville de 23 000 habitants. Avec les écoles, vous avez à peu près 750-800 postes. Et on avoisine pas loin de 50% du parc utilisateur équipé sous Linux. C'est une petite fierté et à la fois un petit combat de tous les jours pour pouvoir rassurer les gens et puis les accompagner
parfois dans un changement qui les surprend. Merci de ces présentations, et on sait quand on suit les collectivités et les questions du logiciel libre à quel point l'enjeu du poste de travail est à la fois déterminant et difficile. De passer à l'échelle les 50%, c'est un chiffre assez remarquable. Nicolas ? Oui, donc Nicolas Vivant, je suis directeur de la stratégie et de la culture numérique de la ville d'Échirolles, une ville qui se trouve donc dans la banlieue grenobloise, comme les trois villes, plus ou moins lointaines, mais comme les trois villes qui sont présentes aujourd'hui. Et Échirolles a une politique assez déterminée sur la mise en place des logiciels libres en interne à tous les niveaux, aussi bien au niveau logiciel que, pour les logiciels métiers que pour des logiciels plus spécifiques. Voilà. Merci pour ces présentations. Déjà, je pense qu'on va revenir dans notre échange, mais on voit déjà que ces trois collectivités qui ont peut-être des réalités territoriales un peu différentes, notamment en termes de taille, etc. Puis sans doute d'autres, c'est le cas aussi de d'autres membres du SOC collectif, mais on va en reparler. Et je précise, et je pense que je n'aurai pas échappé aux plus attentifs de nos auditeuristes, que nous avons déjà reçu ces trois collectivités dans l'émission. Donc si ça vous intéresse de connaître plus en détail les actions menées pour le logiciel libre au sein de Saint-Martin-d'Uriage, de Fontaine et d'Échirolles, je partagerai les liens de l'émission dans la page de l'émission, libreavou.org/232. Donc c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler du collectif Alpes Numérique Libre, qui est effectivement, comme je le disais en introduction d'émission, un collectif qui rassemble des DSI de collectivités de la région grenobloise. Et quand on s'intéresse au sujet des collectivités et des logiciels libres, c'est vraiment un très bel exemple de réussite de ce qu'il est possible de faire en matière de mise en commun des pratiques et des savoirs. Et tout ça, on va bien sûr le développer dans l'émission. Et en plus, la date de l'émission tombe particulièrement bien en termes d'actualité. Alors, je vais un peu divulgacher à la fin de notre échange, mais en tout cas, voilà, le 20 février 2025, la mairie d'Échirolles accueille l'Alpes, l'événement isérois de l'écosystème du logiciel libre. Et vous venez d'annoncer, il a été annoncé très récemment, la semaine dernière, la création d'un collectif d'ambition nationale, France Numérique Libre, et ça aussi, voilà, on va en reparler plus en détail en dernière partie de notre échange, donc restez avec nous si vous voulez en apprendre plus. Et je vous propose de revenir à notre sujet, le collectif Alpes Numérique Libre. Je vais commencer par une question assez générale. Pourquoi un tel collectif et comment est-il né ? Qui se lance ? Alors moi, j'étais là quand Nicolas ? il est né, donc je veux bien commencer, oui, très rapidement. Alors, le bassin de vie grenoblois est un peu particulier parce qu'on a un certain nombre de communes de taille moyenne autour de la ville-centre. Et c'est vrai qu'on a, les responsables informatiques, l'occasion de se croiser à différentes occasions. D'abord parce qu'il y avait des réunions de DSI de l'agglomération qui étaient organisées à la métropole, parce qu'on se croise aussi tout simplement en ville sur des événements. Voilà. Et lors d'un de ces événements, j'ai croisé le DSI de la ville de Gières, qui a dit on est quand même plusieurs communes à s'intéresser au logiciel libre et pourquoi on ne crée pas un collectif qui se réunit régulièrement pour discuter spécifiquement autour des logiciels libres, faire des échanges d'expériences, des échanges de documents, tout ça. Voilà, donc ça c'était un samedi. Le lundi, je commençais à passer les premiers appels à mes collègues des communes alentours pour savoir si potentiellement ils pouvaient être intéressés. Et à ma grande surprise, l'ensemble des DSI des collectivités du coin ont fait part de leur intérêt. Et voilà comment, assez rapidement, finalement, le collectif est né. Super. Et donc voilà, Nicolas, toi, tu nous as expliqué un petit peu cette genèse. Peut-être qu'on peut avoir le regard de Julien et d'Olivier. Comment est-ce que vous êtes arrivés, par exemple je crois que vous êtes arrivés relativement tôt dans la création, dans le développement de ce collectif. Comment vous en avez entendu parler ? Comment vous y êtes arrivé ? Comme Nicolas l'a indiqué à l'instant, et on a été plutôt rapidement en contact. Et puis nous le sommes aussi dans notre quotidien, puisque les communes, de par leur mission, se rencontrent soit à la métro, soit au sein de diverses instances et syndicats. Donc la proposition s'est propagée assez rapidement. Moi, je suis assez intéressé par ces sujets-là, et puis je le vis au quotidien. Donc effectivement, tout de suite, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir voir ce que les autres faisaient, pensaient, et aussi associer ce côté contact humain plutôt que un canal de chat supplémentaire parmi tant d'autres. Pour nous aussi, également à Saint-Martin-d'Uriage, on a, moi en tout cas, quand j'ai pris mon poste, j'ai eu vent de ce collectif, notamment grâce à Claudine Chassagne, qui est mon élue référente numérique,
qui a d'ailleurs écrit une publication, un livre sur comment transférer son système d'information vers un système d'information en utilisant des logiciels libres sur l'édition territoriale, si je ne me trompe pas. Et on retrouvera la référence et je la partagerai sur la page de l'émission. Voilà. Et donc je suis rentré très rapidement en contact avec Nicolas Vivant qui m'a très bien accueilli et donc tout de suite les réunions, on se sent très à l'aise, impliqué, on peut faire part de nos difficultés et je pense que c'est très important pour moi. Pour le coup, c'était mon premier poste de DSI, donc de responsable et de directeur informatique. Et c'est vrai que de pouvoir faire part de nos on va dire de nos réflexions, parce qu'on a quand même une responsabilité assez importante, peu importe la taille de la collectivité, tout ce qui est question de sécurité informatique ou tout ce qui est question environnementale, en fait, sont les mêmes, peu importe la taille et l'infrastructure. Et donc, et on retrouve assez facilement les mêmes problématiques d'une collectivité à l'autre. Donc, c'est très intéressant en fait de pouvoir partager et puis de profiter de l'expérience de différentes mairies qui ont pu déjà traiter ces sujets-là. Parfait. Je veux peut-être qu'on fasse une petite précision terminologique parce que je pense que le terme va peut-être revenir. Vous avez parlé de syndicat. Alors c'est pour la majeure partie des personnes, c'est peut-être pas le même syndicat auquel on pense. Est-ce que quelqu'un veut préciser Oui, volontiers. Les mots nous échappent parfois. Ouais. Vous avez plusieurs types de structures administratives et notamment des syndicats. Donc syndicats mixtes, syndicats dont j'oublie toute la terminologie et l'acronyme dont sont friands les Français, mais là, en l'occurrence, s'agissant de Fontaine, par exemple, nous faisons partie d'un syndicat de mutualisation de services informatiques qui réunit maintenant 10 communes. Et vous avez d'autres syndicats de gestion des eaux, des ordures ménagères, des choses comme ça. Donc voilà, il ne faut pas prendre le mot syndicat, effectivement, au sens où on l'entend plus souvent dans les médias. Voilà, merci de cette précision. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, voilà, ce que je comprends, c'est que l'objet de votre collectif, ce n'est pas de monter des projets techniques ensemble, forcément, ce n'est pas quelque chose de très formel, c'est plutôt de l'échange de pratiques, de savoir-faire. Quel est le but ? Voilà, comment se construit ? Quel est le but derrière ce collectif ? Alors, vous avez déjà commencé à y répondre, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Je peux répondre. L'objectif, c'est d'échanger, c'est vraiment du partage d'informations. Donc, la façon dont ça se passe très souvent, c'est qu'on a un besoin qui nécessite d'être couvert dans une des collectivités, donc un besoin d'un service, par exemple, et soit parce que un contrat de support avec un logiciel arrive à échéance, un marché qui est renouvelé, ou parce que c'est un besoin émergent et qu'on a besoin d'un nouveau logiciel. Et lors de nos échanges, ce besoin est remonté en disant voilà, j'ai besoin d'un logiciel de gestion de mon service état civil. Qu'est-ce que vous utilisez comme solution ? Et puis ça discute et chacun amène les solutions qu'il connaît avec les avantages et inconvénients. Donc c'est beaucoup d'échanges comme ça. C'est aussi des échanges de documentation via un serveur Nextcloud. Éventuellement des échanges de pièces de marché dans le cadre de marché public, de consultation. Et voilà, le principe, c'est que il n'y a pas d'ordre du jour prédéterminé sur nos réunions. Chacun vient avec ses sujets du moment et on échange librement. Chacun partage son expérience avec les autres. Il faut noter aussi, donc ces réunions ont lieu en présentiel et en visio pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Et que entre deux réunions, on a une liste de discussion par email, une liste sympa, c'est le nom du logiciel, le sympa, et qui nous permet d'échanger entre deux. Donc c'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire il y a, une question sur un logiciel ou par exemple la proposition de l'April de participer à cette émission, elle a été relayée sur cette liste avec un appel à participer pour ceux qu'ils souhaitent. Donc voilà, c'est notre outil d'échange entre deux réunions. Et voilà, en gros, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour avoir un collectif actif et auto-organisé, on va dire.
Ce que je comprends, c'est que vous êtes, voilà, ça il faut le dire, c'est un choix, il me semble, de rester un collectif informel. Alors, je sais pas si la question de la formalisation vous l'êtes posée ou si finalement c'est très, entre guillemets, naturellement que vous êtes resté à ce fonctionnement informel. Et moi, il y a un terme quand on a préparé l'émission qui est revenu et que je trouve intéressant, qui dit peut-être beaucoup aussi de votre fonctionnement, c'est le terme de convivialité. Alors je sais plus qui l'avait évoqué, peut-être Julien ou Olivier de mémoire, mais je me trompe peut-être, mais je pense que vous pourrez chacun y répondre. Oh, ouais. J'aurais envie de dire peut-être tous les trois. Sans doute. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que l'un d'entre nous donne un petit peu le top départ d'une des rencontres, au-delà des échanges, comme le disait à l'instant Nicolas, sur la liste de diffusion, c'est toujours un moment assez sympathique. Certains nous accueillent en faisant pas mal d'efforts, avec les petits croissants, des choses comme ça. C'est très sympa, puis ça fait toujours plaisir de voir des collègues en vrai. Donc oui, c'est super convivial et ça nous permet d'avoir des échanges plutôt détendus par rapport à notre quotidien et puis de confronter nos pratiques sans a priori, sans jugement. Et oui, convivial, ouais, c'est le mot qui convient vraiment bien à ce type de réunion. Oui, pour moi également Julien, aussi, oui. en étant petit nouveau dans la région, ça fait encore une fois c'est toujours rassurant de pouvoir voir comment on travaille un peu les autres. Et puis, je pense qu'on a une passion aussi commune sur le logiciel libre et de voir d'autres passionnés et d'autres personnes qui se posent les mêmes questions dans un univers, on va dire, sur des solutions assez propriétaires, ça fait toujours aussi plaisir. On se sent moins seul, on va dire. Et on va dire qu'on est un peu plus fort aussi, parce que quand il y a des sujets techniques, on peut aussi se réunir. Et pourquoi pas, alors on a eu quelques projets, notamment à travers l'association l'Adulact, dont plusieurs, à mon avis, font partie. Ça permet en fait d'avoir des causes communes et puis de se réunir, et pourquoi pas faire, par exemple, si on a des besoins spécifiques, de s'unir pour pouvoir investir et faire des développements spécifiques sur des besoins qu'on rencontre, et que ça puisse profiter, on va dire, à tout le monde dans la communauté open source. Donc ça aussi, je pense que c'est assez motivant, et on fait partie aussi, donc on travaille dans le public, donc on partage aussi des valeurs communes, et on va dire ça fait chaud au cœur, c'est voilà, de pouvoir partager sur ces sujets-là. Et vous parlez de cette sensibilité libriste. Alors ça me pose cette question de qui compose le collectif. D'ailleurs, si vous avez des chiffres pour nous donner une idée de la taille de ce collectif, donc. Mais la question que je me posais, c'est voilà, qui rejoint. Donc c'est vraiment quelles sont les motivations à rejoindre? Mais en gros, est-ce que c'est que des libristes qui rejoignent ce collectif? Est-ce qu'au contraire, on a plutôt des DSI qui viennent sans tellement d'a priori sur le sujet, et puis qui en fait viennent pour le partage de connaissances et sont quand même, deviennent libristes par l'effet du collectif. Voilà, quel est le profil qui compose donc ce collectif? Il y a un peu de tout, Nicolas. très honnêtement, avec des communes très très actives parce que c'est un choix politique de faire du logiciel libre, et d'autres où les DSI participent plutôt. Alors DSI, on n'a peut-être pas précisé, c'est directeur des systèmes d'information, responsable informatique. Et donc des DSI qui sont plus, qui sont simplement intéressés par les logiciels libres, parce que il y en a de plus en plus, il y a du choix aujourd'hui parmi les logiciels libres disponibles pour chaque besoin. Et que donc, chaque fois qu'on fait un benchmark sur un choix de logiciel, la question du logiciel libre se pose. Donc, un benchmark, c'est une étude comparative, ouais. Et donc, il y a des gens qui viennent aussi parce que, simplement, c'est rentré dans le quotidien des DSI, indépendamment du fait qu'il y ait effectivement une politique autour des logiciels libres ou pas. Après, c'est vrai que l'évolution des finances des collectivités territoriales, avec une pression sur les économies et sur les baisses de coûts qui est vraiment importante, fait que les logiciels libres apparaissent aussi comme une opportunité d'avoir à moindre coût des logiciels performants. Et j'aimerais rajouter aussi, excuse-moi Olivier,
En fait, tout DSI a recours, on va dire, à des logiciels libres, qu'ils le veuillent ou non, notamment tout ce qui est côté infrastructure, donc tout ce qui est côté serveur, donc les serveurs d'applicatifs. Il est presque obligatoire on peut pas ne se passer par exemple, de Linux pour certains services, même si c'est pas forcément la majorité pour certaines infrastructures, mais tout le monde doit connaître, par exemple, l'outil GLPI, par exemple. Donc c'est un outil open source qui permet de faire d'ouvrir des tickets, on va dire, à n'importe quel service dans une mairie, de pouvoir signaler soit une demande, soit une panne informatique, quelle qu'elle soit, et donc c'est intéressant, on va dire aussi, de pouvoir se tenir au courant de ça et de participer à ces réunions ANL qui traitent justement de ces logiciels libres. Olivier, vous souhaitiez compléter ou? Oui, je deux choses pour compléter ce que dit Julien, parce que GLPI, effectivement, c'est un outil que je manipule depuis un certain nombre d'années et que j'appellerais un outil métier des DSI, pour ceux qui d'entre nous le connaîtraient pas déjà, comme le disait Julien, qui nous permet de gérer des tickets d'intervention, mais aussi bien d'autres choses, hein, une base de connaissances, un inventaire de matériel, un inventaire de réseau. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour la technique. La deuxième chose que je voulais dire pour témoigner de ce qui peut motiver aussi mes collègues à rejoindre l'ANL, c'est que on est dans un métier a priori assez technique, mais qui nous amène quand même à réaliser des choses peut-être plus tôt que les autres, et notamment l'importance des données publiques, des données nominatives, et puis de la gouvernance des outils numériques de notre pays, hein, tout simplement. Et ça, c'est une prise de conscience quand même qui, pour moi, est de plus en plus importante auprès de mes pairs, et qui transpire de plus en plus auprès de ceux qui sont moins dans la technique et qui se rendent compte maintenant, en 2025, que c'est un sujet qui devient vraiment d'importance. Certains diraient peut-être une cause nationale, mais on voit bien qu'au plus haut de l'État même, certains s'interrogent sur notre indépendance par rapport aux GAFAM et aux pays étrangers qui hébergent ces gros éditeurs qui sont tout puissants, quoi. Et surtout quand on voit que certains détenteurs de ces grandes technologies s'inscrivent aussi dans des démarches très politiques, et ça pose, les questions arrivent de manière encore plus flagrante, il me semble. Tout à fait. Sur les questions sur la composition, je voulais quand même évoquer ce sujet avec vous, parce qu'on en avait d'ailleurs parlé également en préparant l'émission. Alors, on sait que dans les métiers de l'informatique, les postes donc responsables informatiques sont en majorité occupés par des hommes, qui sont donc globalement surreprésentés par rapport aux femmes dans le secteur informatique, comme c'est aussi le cas dans les communautés du libre. Est-ce que vous faites ce constat aussi au sein de votre collectif, et est-ce que c'est un sujet pour vous ? Alors oui, on fait le constat. Il y a effectivement une seule femme dans Alpes Numérique Libre, mais comme je vous l'ai dit, tous les DSI sont là. Donc il y a une seule femme, et elle est représentatrice du pourcentage de femmes qu'il y a malheureusement dans la profession. Mais c'est un problème auquel on se heurte même dans le recrutement, hein, dans nos services respectifs. C'est-à-dire que sur l'ensemble des postes qu'on publie, bien souvent, on n'a que des candidats hommes, et donc c'est très difficile d'avoir une politique un peu inclusive et non discriminante quand on n'a juste pas de Merci Nicolas. Pour aussi rebondir à ce que disait Olivier avant, il y a quelque chose que je trouvais intéressant dans ce que vous aviez, quand on avait préparé l'émission, que vous aviez évoqué, c'est la question de la confiance, et notamment pour permettre à notamment des plus petites collectivités, ou en tout cas peut-être des collectivités moins matures sur le logiciel libre, de se lancer, parce qu'on sait que parfois, notamment quand on parle de migration ou d'autres, il y a des projets techniques ou des projets de migration, ou dans des projets différents qui peuvent être impressionnants, on va dire, ou du moins pas simples à mener. Et de ce que j'ai compris, le fait de pouvoir échanger, d'avoir l'appui d'un collectif, favorise cette confiance et aide du coup à se lancer. Et donc on voit bien de manière plus générale l'impact positif que ça peut avoir pour la démocratisation du logiciel libre. Oui, complètement. Oui, il y a deux cas où ça aide vraiment. Il y a effectivement le cas où l'informaticien ou les deux informaticiens de la petite commune essaient de se lancer en autonomie sur un logiciel
Et ils sont rassurés par le fait qu'ils ont des collègues qui connaissent bien et qui peuvent contacter en cas de souci ou pour obtenir des informations. Et puis l'autre cas, c'est quand une collectivité essaie d'identifier un prestataire susceptible de l'aider pour mettre en œuvre le logiciel. Et on partage aussi pas mal d'informations sur les prestataires qui sont capables d'aider, soit sur des problématiques d'infrastructure, soit sur des problématiques logicielles. Olivier ou Julien, je crois que vous vouliez dire quelque chose ou c'est bon pour vous sur cette question ? Je pense que Nicolas a bien résumé. Ça a été un sujet ces 2 dernières semaines. J'ai eu le plaisir aussi de longuement échanger avec Julien. On s'est rencontrés sur des problématiques qu'il avait de son côté, où on a pu confronter nos pratiques et nos avis. Et pour conclure, la semaine dernière encore, une petite commune où on a juste 2 collègues qui s'occupent de l'informatique, qui s'interrogeaient de savoir, au vu de ce qu'allait leur coûter le renouvellement des licences Office, Microsoft Office pour les outils bureautiques, est-ce qu'ils pourraient, ne serait-ce qu'envisager, présenter à leurs élus un plan de migration vers du LibreOffice. Et sur ce point, ils nous ont interrogés parce que ça leur paraissait non pas insurmontable, mais un peu, je sais pas comment dire, pas énorme, mais quelque chose ils savaient pas trop comment l'aborder. Donc de là, on a suivi toute une discussion où chacun a apporté son commentaire et puis son conseil. Et moi, j'ai senti, suivant leur retour, que ça les a bien aidés à mûrir leur réflexion. Et en cela, je trouve que la NL est vraiment apporte une vraie valeur ajoutée quand on doit choisir, quand on doit prendre des décisions sur des technos ou des outils sur lesquels on n'a pas le temps ou pas suffisamment eu de retour. Merci pour cette transition, parce que je voulais parler justement de la relation avec les élus. Alors on sait que globalement, quelle que soit la collectivité, d'ailleurs je pense quelles que soient les administrations, mais en tout cas quelles que soient les collectivités, l'importance qu'il y ait une vision commune, ou du moins une relation de confiance entre les équipes opérationnelles et puis les mandatés politiques. Et donc la relation avec ces élus, je me posais déjà cette question, est-ce que ça vous aide justement par rapport à ce que vous disiez à légitimer, est-ce que ça donne de la force dans les arbitrages quand vous arrivez en disant voilà, j'ai l'appui de ce collectif, on part pas dans l'inconnu, ça a déjà été fait ailleurs et en plus on a ce collectif qui existe, est-ce que ça aide à légitimer ces décisions auprès des décideurs ? Qui prend le point? Moi, j'ai mon avis sur la question. Allez-y. Bon, moi je dis que oui. La preuve par l'exemple, et voilà, on passe pas pour un uluberlu quand on arrive avec un exemple en disant j'invente rien, c'est déjà fait. Alors je vous parle pas tout de suite de tout ce qui nous alerte en termes de gouvernance des données aujourd'hui, mais simplement en changeant d'outil. Par exemple, avec Julien récemment, on discutait Firewall. Bon, là, j'ai cité un autre exemple de nos collègues qui parlent d'outils bureautiques. La preuve par l'exemple nous permet d'abonder un dossier d'aide à la décision et de dire à l'élu, bon, voilà, les pour, les contre, ce que ça peut vous coûter, ce que vous pouvez y gagner, la proximité que vous allez pouvoir obtenir auprès de vos agents parce que vous allez mieux les former. Il faut quand même pas se voiler la face qu'on est Office ou une autre suite bureautique, les agents sont assez majoritairement livrés à eux-mêmes quand ils doivent monter en compétences sur ces outils du quotidien. Donc, la preuve par l'exemple, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et après, bon, il y a toujours quelqu'un qui est là pour arbitrer. Et de facto, un arbitrage ne convient jamais à tout le monde, mais au moins, on aura fait notre travail d'information. Et puis un des avantages quand même de ce type de collectif, oui, c'est que ça montre qu'il y a une dynamique locale, et pas seulement locale d'ailleurs, mais qu'il y a une dynamique autour de ces sujets. Et ça, c'est évidemment rassurant pour les décideurs. C'est-à-dire que quand on fait de l'informatique autrement, on peut assez vite, les élus peuvent assez vite considérer qu'on est dans du bricolage, dans quelque chose qu'on fait, mais si les autres n'ont pas fait ces choix-là, c'est qu'il y a peut-être une raison. Enfin, ce type de question-là peut se poser. Quand on est un collectif et qu'on est nombreux à choisir un logiciel, qu'on est nombreux à s'interroger sur cette démarche et à mettre en œuvre les mêmes outils, ça a évidemment un côté rassurant pour l'ensemble des décideurs, pas seulement les élus d'ailleurs, mais également les autres services.
Et il me semble aussi que vous m'aviez dit que des élus de vos collectivités, alors je pense pas je sais plus si c'est l'ensemble ou pas, mais en tout cas que certains élus s'étaient également mis dans un collectif d'élus de ville œuvrant pour le logiciel libre. Qu'en est-il? Oui, c'est intéressant ça. Les élus ont un peu rebondi sur ce qui... Alors, avec un positionnement un petit peu différent quand même, parce que euh, comme il n'y a pas quand même très souvent des politiques affirmées autour des logiciels libres dans les collectivités, c'est plus un collectif des élus au numérique qui s'est créé. Mais effectivement, c'est à la suite de la création du collectif Alpes Numérique Libre qui a eu un certain nombre d'élus, et notamment l'élu à Échirolles, Aurélien Farge, qui est à l'origine de cette initiative, qui s'est dit ce serait vraiment intéressant que nous aussi on ait des échanges, puisque eux, ils ont aussi des problématiques de leur côté, avec des délibérations à porter en conseil municipal et des choix à faire. Typiquement, en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment autour de l'intelligence artificielle. Ça permet d'avoir des réflexions communes, d'éventuellement faire intervenir des experts dans le domaine. Parce que nous, service, avant de mettre en œuvre un outil d'IA générative, par exemple, on a besoin d'avoir l'avis des élus sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, sachant que donc potentiellement il y a un impact environnemental fort et que évidemment on peut avoir aussi des objectifs sur ce travail autour de l'impact environnemental du numérique. Et donc voilà, ils ont ressenti eux aussi le besoin de s'organiser pour discuter de ces sujets. Et là aussi, ça montre qu'il y a une dynamique sur le sujet et que donc potentiellement des initiatives peuvent naître, ou ça peut donner des idées à des élus, à d'autres élus qui sont pas forcément intéressés à ces sujets. Parfait. Et ce qui me fait penser on sait qu'il y a une difficulté parfois avec les collectivités, c'est la question de la pérennité, parce qu'il y a un changement de majorité, par exemple, et la question va se poser bientôt dans les collectivités françaises, peut malheureusement parfois pousser à un basculement ou retour en arrière par rapport à des décisions. On pense à Nancy en France, à Munich en Allemagne, c'était des villes exemplaires même en termes de matière de logiciels libres et qui sont repassées sur Microsoft suite à un changement de majorité. Mon sentiment par rapport à tout ce que vous dites, et notamment qu'en plus les élus se mettent en réseau par rapport à ça, c'est est-ce que ce genre de collectif peut limiter ce risque, du moins représenter une défense contre ces risques de basculement ou de retour en arrière? C'est peut-être un peu pieux de me faire cette réflexion. Oui, moi personnellement, je sais pas si j'ai la réponse. Déjà, le fait que les élus en responsabilité autour du numérique dans leur commune puissent discuter avec ses homologues, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça leur permet aussi de prendre un petit peu de hauteur s'ils en ont pas l'occasion eux-mêmes à titre personnel par rapport à ce qu'on peut nous leur apporter au quotidien. Donc comme ça leur permet aussi de confronter ce que l'on dit, pour ne pas dire peut-être vérifier, mais voilà, se rassurer. Après, le jour où vous avez un élu qui vient du monde du numérique ou qui, pour une raison ou pour une autre, a des convictions très fortes et qui décide de prendre une voie stratégique pour sa mairie, là, après, c'est de la responsabilité du politique, même si, en toute logique, il doit faire ça en ce qui concerne le fonctionnement de sa mairie en concertation avec sa direction générale, mais en règle générale, ces gens-là sont en phase pour que la mairie fonctionne bien. Mais bon, ça peut arriver. Tout peut arriver. Et puis je parlais de l'argument du bricolage. C'est un argument qui revient assez souvent quand il y a des marches arrière, justement, qui est de dire on fait de l'informatique d'une façon particulière et ça suffit les expérimentations, on va revenir à une façon de travailler qui est la façon habituellement observée dans les collectivités. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'on est dans le bricolage quand quand les communes sont nombreuses à faire ce choix, que si on est seul, isolé, avec son LibreOffice, entouré par 12 collectivités qui, elles, fonctionnent avec Microsoft Office, par exemple. Oui, en effet, c'est aussi pareil à Saint-Martin-du-Riège. Donc nous, on est quand même soutenu par une équipe politique très ouverte à cette question de logiciel libre, très sensible à cela. Mais
en tant que DSI, en fait, ce qui est intéressant, c'est la gestion des risques. Que ça soit une solution libre, open source, que ça soit une solution propriétaire, ce qui est intéressant, c'est que ça réponde à un besoin. Donc, pour moi, la plus grande difficulté, c'est de vraiment bien comprendre les besoins et de faire une mise à plat. Moi, c'est ce que j'ai pu faire lors de mon arrivée, en fait, c'est de se déplacer dans les services et de voir comment travaillent les agents. Et donc ça, je pense que c'est intéressant. Et en fait, on s'aperçoit vraiment les besoins essentiels, en fait, sont pas si compliqués que ça. Notamment avec l'évolution vers la migration des applications vers le web, pousse, on va dire, soit les éditeurs propriétaires, soit les solutions, on va dire, libres, open source, à se développer autour des technologies web. Et donc, ça permet, on va dire aussi, de se libérer de certaines solutions basées sur des systèmes propriétaires. Donc, il y a aussi cet aspect-là, en fait, d'uniformisation vers ces technologies web. Et pour répondre vraiment aux besoins, donc la qualité d'expérience, je pense, est prioritaire. Par exemple, un outil comme JLPI, je pense, répond aux besoins on va dire de tous les jours pour un DSI, pour une équipe informatique. Et pareil pour LibreOffice. Alors avec LibreOffice, on ne peut pas tout faire. On a encore des blocages, notamment avec certains éditeurs propriétaires qui obligent à l'utilisation, par exemple, de Microsoft Office. Mais on travaille là-dessus et ça nous permet aussi d'identifier les réels besoins pour faire du traitement texte de base, envoyer un email, le convertir en PDF. Il n'y a pas forcément d'avoir des licences coûteuses. Et donc, ça te permet aussi de refaire une petite rétrospection pour connaître les réels besoins de nos agents. Très bien. Et effectivement, cette question de la définition des besoins et des usages et de la maîtrise de questions revient en fait quasi systématiquement. On voit qu'elle est vraiment cruciale et centrale. Donc merci de l'évoquer. Je vous propose de faire une courte pause musicale afin que tout le monde puisse, une petite respiration neuronale. Pour cela, nous allons écouter Peace Like a River par Lou Colzina. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. I got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, in my soul. I got love like an ocean in my soul, in my soul. Love like an ocean in my soul, in my soul. I got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul, in my soul. Deep and wide, oh, deep and wide, there's an ocean that's flowing deep and wide, deep and wide, oh, deep and wide, there's an ocean flowing deep and wide. I got joy like a fountain in my soul, in my soul. Joy like a fountain in my soul, in my soul. Joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul, in my soul. Peace like a river in my soul, in my soul. Peace like a river in my soul, in my soul. Well, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, in my soul. Deep and wide, oh, deep and wide, there's a river that's flowing deep and wide, deep and wide, oh, deep and wide, there's a river flowing deep and wide.
Nous venons d'écouter Peace Like a River par Luke Olzina, disponible sous licence Creative Commons 0, qui se rapproche le plus d'une session volontaire dans le domaine public. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et j'échange avec Julien Arnaud, DSI de la ville de Saint-Martin-du-Riage, Olivier Lutier, DSI de la ville de Fontaine, Nicolas Vivant, directeur de la stratégie et de la culture numérique à Échirolles, 3 membres du collectif Alpes Numérique Libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Alors je ne suis pas très actif aujourd'hui pour relayer les commentaires, mais j'en profite pour remercier Nicolas Vivant qui répond justement sur ce chat. Alors je voulais vous poser aussi une question que je voulais aborder avec vous, qui ne concerne pas spécifiquement votre collectif, mais plus généralement les collectivités. Alors c'est plus une impression qu'un constat empirique, mais en tout cas, à mon sens, les collectivités occupent aujourd'hui, peut-être encore plus que l'État et les administrations centrales et décentralisées, une position en pointe pour la démocratisation du logiciel libre et la massification des usages. Alors déjà par leur proximité avec les populations, évidemment, mais aussi par des politiques qui me semblent, pour celles que ça concerne, beaucoup plus ambitieuses en matière de liberté informatique. Et c'est notamment quelque chose qu'on semble pouvoir observer à travers, alors, pour le citer, le label Territoire Numérique Libre, dont l'April est membre du jury, un label porté par l'ADULACT, association pour des collectivités qui utilisent du logiciel libre qu'on a mentionné plus tôt, et dont vos 3 collectivités ont déjà été récompensées. Quelles sont vos impressions, sur ce sujet, sur le rôle des collectivités aujourd'hui pour la démocratisation et la massification des usages en matière de logiciel libre ? Alors, je peux dire un mot là-dessus. Oui, il y a l'article 72 de la Constitution en France qui consacre la liberté d'administration des collectivités territoriales. Je pense que ça s'explique en grande partie par ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 36 000 communes en France, grosso modo. Sur 36 000 communes, il y en a un certain nombre qui n'ont pas de service informatique, mais en tout cas, ça fait un nombre de DSI et donc un nombre de choix potentiels pour la mise en œuvre de l'informatique qui est très très important. Et donc, il est normal qu'on voit des expérimentations sur tout un tas dans tout un tas de domaines. Là, on parle beaucoup de logiciels libres, mais on a des collectivités qui travaillent sur du open hardware. Par exemple, Cédric Charpentier à Abbeville, il a développé des robots en open hardware, publié les plans pour l'utilisation dans son cimetière communal. Donc, je précise que l'hardware, c'est le matériel, donc le matériel ouvert. C'est ça. Et voilà, donc c'est sur l'aspect matériel plutôt que logiciel. Donc voilà, il y a plein de DSI avec plein de profils différents, certaines qui viennent du technique, d'autres qui sont plus chefs de projet, d'autres qui viennent plus du management, voilà. Et donc il y a plein de choix différents qui sont faits. Alors la plupart font les mêmes choix que on trouve majoritairement dans les entreprises privées, ou même dans les collectivités. Et puis de plus en plus, il y a des gens qui font le choix du libre, avec une difficulté, comme je le disais, c'est qu'on peut parfois avoir l'impression de partir sur un chemin un peu parallèle à ce qui se fait habituellement, et c'est là que les collectifs prennent tout leur sens. Mais voilà, donc on est moteur simplement parce qu'on est nombreux et qu'il y a plein d'expériences différentes. Merci beaucoup pour cette réponse très complète et dans laquelle qui confirme, qui vont dans le sens de mes impressions justement. Alors avant, parce qu'on parlait là du rôle des collectifs, j'évoquais en introduction et la question a été reposée sur le chat d'une ambition potentiellement nationale ou du sens d'une collectif national. Avant qu'on y arrive, et je pense que ça va faire cette transition, quelle est l'importance pour vous de l'ancrage territorial ? Alors, est-ce qu'il y a une spécificité grenobloise autour du logiciel libre ? Voilà. Quels conseils, en fait, on peut tourner cette question, quels conseils vous donneriez à d'autres collectivités pour qu'elles se mettent en collectif ? Et quelles sont les limites un petit peu qui sont propres à l'ancrage territorial ? Qui se lance ?
Moi, j'ai beaucoup parlé, je laisse parler Olivier et Julien. Allez, Olivier, de manière arbitraire. De manière arbitraire. Alors, si tu es en train de répondre sur le chat, est-ce que tu peux répéter ta question? Parce que là, je viens de déconnecter. Je peux répéter, sinon si Julien est inspiré par la réponse. Je peux prendre la suite. C'est vrai que c'est important aussi la vision politique. Quand on veut mettre en place des solutions open source, ce que dit mon élu Claudine Chassagne, il faut qu'il y ait un trio, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait une volonté du DSI, donc qu'il y ait une certaine sensibilité à cet aspect-là, et il y a aussi la participation du ou de la DGS pour pouvoir mettre en place DGS, pardon. Oui, Direction Générale des Services. Donc, dans une collectivité territoriale, donc il y a la partie élue qui est dirigée par Monsieur le maire, et côté service, donc il y a tous les services et le chef de ces services est la Direction Générale des Services. Et donc, qui prend les décisions et qui valide, on va dire aussi les décisions, donc notamment de l'informatique. Parce qu'il y a une vision globale, il y a des impacts. Les logiciels informatiques ont des impacts sur l'efficacité des services, et donc il faut qu'il y ait ce trio qui se concerte et qui sont en cohésion. Je pense que, en tout cas pour nous, à Saint-Martin-de-Riège, on a des élus qui sont proches du monde académique et des métiers comme de la recherche. Donc ils sont assez sensibles, on va dire, à l'utilisation de logiciels libres par leur métier, on va dire. Et donc à la mairie de Saint-Martin-du-Riège, on essaye de pousser au maximum ces logiciels libres et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Entendu. Merci beaucoup. Et donc, j'évoque, voilà, vous avez lancé et communiqué dessus la semaine dernière. Quand je dis vous, d'ailleurs, il faudra le préciser, est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est certains membres du collectif? Enfin bref, la création d'un collectif national France Numérique Libre. Alors, pourquoi cette volonté de créer ce collectif France Numérique Libre? Est-ce que ça rentre pas quelque part en contradiction avec l'importance de cette capacité à se retrouver physiquement, à partager certaines réalités territoriales? Quelle est l'histoire derrière cette création de France Numérique Libre? Alors en fait, c'est moi qui suis à l'origine de ça, mais simplement parce que créer un collectif à beaucoup de personnes, c'est compliqué. Je veux dire, il y a un moment, il faut mettre en place les outils et travailler à plusieurs mains, c'est pas simple. La création d'un collectif au niveau national, elle est partie du fait que, alors il y a un lien avec Alpes Numérique Libre, c'est qu'on a beaucoup été contactés par des communes qui ne sont pas des communes du coin. Or, on a fait le choix, nous, de nous restreindre à un périmètre qui est le périmètre, en gros, du bassin de vie grenoblois. Parce que, notamment, les rencontres en présentiel ont de l'importance pour nous. C'est des moments de convivialité sympas où on échange, voilà. Mais de plus en plus, on a été contacté par des collectivités qui étaient assez éloignées. Et donc, notre premier réflexe a été de leur conseiller de créer des collectifs locaux, chacun dans leur région. Et on s'est heurté à un problème, c'est que parfois les collectivités disaient mais moi je suis tout seul en fait, je suis la seule commune à m'intéresser au logiciel libre dans mon environnement, et donc si je crée un collectif, je serai seul dans ce collectif. Voilà, donc ça a été le premier, la première chose, et donc une façon de répondre du coup à ce besoin-là, c'est de se dire on a construit un collectif local qui fonctionne bien, on voit qu'avec quelques outils judicieusement choisis, on peut échanger assez facilement, y compris entre deux rencontres. Donc pourquoi ne pas créer un collectif au niveau national? Donc voilà, moi j'ai simplement lancé l'initiative, et donc je suis allé fouiller à droite à gauche dans les collectivités qui avaient participé au label Territoire Numérique Libre, les collectivités qui ont contribué à Comptoir du Libre, qui est un site web maintenu par l'Adulact, où on peut indiquer sur quel logiciel on utilise, on peut faire des retours sur l'utilisation,
les prestataires peuvent se faire connaître pour ceux qui sont capables de proposer des services autour du logiciel. Enfin bref. Donc je suis allé chercher les collectivités qui avaient contribué au comptoir du libre, et puis les collectivités qui m'avaient contacté au fil des années. Et puis ensuite j'ai lancé cet appel effectivement sur les réseaux sociaux pour la création de ce collectif au niveau national, donc qui s'appellera France Numérique Libre, et ça a très bien marché parce que j'ai été contacté par beaucoup de collectivités de toute taille, des toutes petites communes où l'informatique est gérée par un adjoint parce qu'il n'y a pas de service informatique, jusqu'à des conseils départementaux, des centres de gestion. Voilà, donc là aujourd'hui ma liste de personnes à contacter quand les outils seront prêts, c'est 113 DSI issus de 49 départements différents, et voilà, et avec tout type de collectivités. Donc l'idée, c'est de reproduire à l'échelle nationale ce qu'on a fait au niveau local, c'est-à-dire de mettre en place un collectif qui soit un collectif convivial, où les gens n'ont pas peur de prendre la parole et de partager leurs problématiques, avec donc des outils qui nous permettent de nous réunir régulièrement, et puis des outils qui nous permettent de nous réunir entre deux réunions qui auront lieu en visioconférence du coup, et puis qui permettent aussi de partager des documents, donc de la documentation sur les logiciels, sur les méthodologies, les différentes stratégies. On peut partager des schémas directeurs évidemment, et puis des pièces de marché, voilà. Donc l'idée c'est de faire une sorte de Alpes numérique libre à l'échelle nationale. Et les réactions des collectivités sur les réseaux sociaux laissent penser que ça peut être quelque chose de sympa et qu'on retrouve à l'échelon national cette dynamique qu'on a à l'échelon local. Parfait. Alors, il m'a semblé comprendre que la direction interministérielle du numérique ainsi que la DULAC étaient parties prenantes de ce projet. Quelles sont leurs contributions? Et question en parallèle, donc c'est vraiment réservé aux collectivités ou est-ce qu'il y a des administrations totalement centrales ou décentralisées qui ont exprimé leur envie de rejoindre mais du coup ça pose la question de qui rentre et quelle est la nature du collectif, j'imagine. Alors au départ, c'est réservé clairement aux collectivités, mais enfin, je peux difficilement parler de collectif si c'est moi qui décide de qui rentre et qui sort. Donc une chose est certaine, c'est que dans un premier temps, on se limite aux collectivités et puis on va faire une première réunion où on va parler, on va essayer de définir précisément le périmètre du collectif. Dans les échanges qu'il y a eu au sein d'Alpes Numérique Libre, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a quand même des services de l'État et des ministères avec qui on travaille au quotidien, nous, collectivités territoriales, et qui serait intéressant d'intégrer. Alors la DINUM, donc Direction interministérielle du numérique, et la NCT, Agence nationale de la cohésion des territoires, sont deux structures d'État qui développent des solutions libres à destination des collectivités territoriales. Donc voilà, le lien là il est direct. Mais on peut penser aussi au ministère de l'Éducation nationale, puisque les communes gèrent les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Les départements, les conseils départementaux gèrent les collèges et les régions gèrent les lycées. Donc ça veut dire que tous les DSI de toutes les collectivités ont un lien très étroit avec le ministère de l'Éducation nationale. Il faut mesurer que en gros, les écoles représentent la moitié de notre parc informatique. Donc c'est une partie vraiment importante de notre travail. Et à ce titre, on s'est dit qu'il serait intéressant, puisque le ministère de l'Éducation nationale a aussi une politique de promotion et d'utilisation de logiciels libres au travers de deux plateformes, une qui s'appelle Apps, qui offre un certain nombre d'applications au personnel de l'Éducation nationale, une autre qui s'appelle La Forge, qui réunit les développeurs du ministère de l'Éducation nationale et qui propose également un certain nombre d'outils. Bref, c'est des gens avec qui on interagit dans le cadre de nos fonctions très très régulièrement, avec des problématiques de choix d'outils et tout ça qui se posent à destination des structures d'enseignement. Et donc on s'est dit que, au même titre par exemple que l'association Adulact, qui est une association spécifiquement dédiée aux collectivités qui souhaitent mettre en œuvre des logiciels libres, donc voilà, on s'est dit que ça c'était vraiment des acteurs qui sont des acteurs de notre quotidien et qu'il serait intéressant de les intégrer. Pour le reste, on se pose un peu plus de questions et je pense que dans tous les cas,
il y aura une première réunion où on discutera ensemble de comment on interagit avec les ministères, les structures parapubliques qui pourraient être intéressées, et puis même avec l'écosystème d'ailleurs économique. Quelle place on fait, je sais pas moi, à des prestataires qui proposent des services autour des logiciels libres. Enfin, voilà, donc il y aura, je pense, un premier échange, et puis on y verra un peu plus clair après. On suivra ça avec attention et merci pour cette réponse très complète et précise. Alors je vois que le temps avance très vite, donc je vais passer sans transition, on va dire. On a une question qui a été posée sur le chat et qui me permet d'évoquer un sujet que je voulais évoquer. Alors la question c'est, est-ce que l'Alp numérique libre est actif sur Mastodon? Et ça m'a posé cette question de cet outil de communication, parce que je crois que vous avez développé, alors je sais pas si c'est le collectif en lui-même du coup, une instance réservée aux collectivités. Donc on rappelle que Mastodon c'est un réseau de microblogging fédéré et décentralisé, et en gros on peut monter, chacun peut monter un serveur, chacune peut monter un serveur, et il décide des règles d'entrée, qui peut y créer des comptes, et donc il y a ce réseau, cette instance réservée aux acteurs des collectivités territoriales. Est-ce que vous nous en dire un mot en 1 ou 2 minutes? Tu veux que je le fasse, Nicolas? Olivier. Ouais. Pour libérer un peu Nicolas. Alors, c'est vrai que l'instance, elle a été montée, faut quand même reconnaître, beaucoup grâce à Nicolas, mais pas véritablement directement par l'ANL, comme je l'ai cité tout à l'heure en expliquant ce que pouvaient être les syndicats dans la fonction publique. Nous avons 10 communes du bassin grenoblois qui sont membres du syndicat CITPI. Et l'idée est apparue à un moment donné d'ouvrir une instance pour les collectivités territoriales avec les collègues qui travaillent à l'informatique du CITPI. Donc c'est comme ça que l'idée est née. Et comme c'était quelque chose qui était dans les cordes techniques des gens qui l'ont proposé, ça s'est monté assez vite. Et nous sommes plusieurs, donc moi, Nicolas, le directeur technique du CITPI, le DSI des Chirol, et j'en oublie certainement, à pouvoir faire la modération pour accueillir les gens qui veulent s'y inscrire. Et là, pour le coup, c'est une instance effectivement qui est exclusivement dédiée aux collectivités territoriales. Et ce que j'aime bien moi dans cet exemple, c'est ça que je voulais évoquer, c'est que ça montre bien, et ce que permet justement aussi de faire le libre, l'action. Vous avez décidé, vous avez eu envie, vous l'avez fait parce qu'en fait c'était simple entre guillemets à monter, parce que vous aviez les compétences et que ça ne nécessitait pas en fait tellement d'autres autorisations que ça. Vous l'avez fait en tant que collectif, et je trouve que ça montre bien ce que permet aussi en termes de créativité et de fonctionnement collectif le logiciel libre. Je trouve que c'est un exemple intéressant pour ça. Un autre sujet que j'ai évoqué en introduction qui est important, et notamment en termes d'actualité, il y a un événement qui va arriver bientôt, l'APOS, qui est l'événement isérois de l'écosystème du logiciel libre, qui arrive le 20 février 2025. Alors c'est pas porté par le collectif en lui-même, alors l'événement est accueilli par la mairie des Chirol, je le précise, mais bien sûr j'imagine que la plupart des membres du collectif vont y intervenir. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet événement que je pense que vous connaissez bien tous les trois, et ça montre aussi peut-être l'importance que vous accordez à la communication autour de ce que vous faites en tant que DSI motivé par le logiciel libre. Oui, alors cet événement, il est co-organisé avec une association qui s'appelle OW2, qui est une grosse association autour de l'open source, et puis une entreprise grenobloise qui s'appelle Beldon Communication, et qui édite notamment le logiciel Linphone, logiciel de messagerie et de communication en ligne. Et l'idée là, c'était de réunir 3 mondes en fait. C'est-à-dire de réunir le monde des collectivités, donc où on a effectivement déjà un collectif, on se connaît, voilà, mais aussi le monde des entreprises, et notamment les entreprises locales, et le monde associatif, en plus des particuliers évidemment. Parce qu'on a réalisé, avec Olivier, avec Julien, dans nos déplacements, et puis avec tous les autres de Alp Numérique Libre, que quand on se déplaçait par exemple au salon Open Source Experience à Paris, on découvrait sur place des entreprises qui étaient en fait des entreprises locales. Et on se disait, c'est quand même extraordinaire, on a un vrai tissu économique autour du libre et de l'open source dans la région grenobloise, et puis il faut qu'on aille à Paris pour les rencontrer, voilà. Et puis de la même façon, les entreprises disaient, c'est incroyable, on a des collectivités autour qui travaillent sur les logiciels libres et on les connaît pas, on se parle pas, bref. Donc voilà, l'idée est née de là, de la volonté de réunir ces 3 mondes, et puis aussi de la volonté d'avoir un événement local, parce que c'est vrai que
que nous, les Grenoblois, on se retrouve systématiquement à Lyon, à Paris, à Montpellier ou à Toulouse, ça faisait loin, et donc tout le monde ne pouvait pas se rendre forcément dans ces événements-là. Et donc voilà, on l'a organisé. Donc la première édition a eu lieu l'année dernière à la mairie d'Échirolles, on était 250 environ. Ça a été un vrai succès, très convivial, on a bien mangé et on a eu des échanges très très intéressants et puis des collaborations entre entreprises et collectivités et tout sont nés. Donc l'objectif était atteint et on renouvelle effectivement l'expérience le jeudi 20 février de cette année en espérant que qu'on sera sur la même dynamique et que ça restera aussi sympa. Quelques questions très pragmatiques. Alors, qui peut y aller? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il sera possible de suivre les conférences en ligne, alors soit en direct, soit en différé par enregistrement? Oui, donc l'inscription est possible sur le site alposs.fr. C'est sur inscription, effectivement, c'est gratuit. Et toutes les interventions dans la salle principale, en fait, sont retransmises en direct. C'est l'intérêt aussi de faire les choses à l'hôtel de ville à Échirolles. C'est qu'on a mis en place pour le conseil municipal notamment une solution libre évidemment de diffusion du conseil municipal et que c'est cette même solution avec ces mêmes caméras qui nous permettent de diffuser en direct les différentes intervention qu'il va y avoir lors de cette journée. Donc ce sera directement accessible depuis le site alposs.fr et ce sera une intégration de notre live PeerTube. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, PeerTube, c'est un logiciel de gestion de vidéo, une alternative à YouTube. Et voilà, donc il y a la possibilité effectivement d'assister à distance pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Grenoble aux échanges. On suivra ça avec intérêt. Alors, notre échange touche à sa fin. Pour conclure, est-ce qu'il y a un élément clé que vous souhaiteriez que les personnes qui nous écoutent retiennent de cette émission? Un point évoqué que vous auriez aimé, dont vous aimeriez parler, qu'on n'a pas évoqué? Et là, en plus, je vais vous poser une critère difficile en moins d'une minute, si possible, par personne. Nicolas, puisque tu avais la parole. Oui, alors juste un point, la raison d'être d'un collectif et pourquoi un collectif aussi, et c'est valable pour Alpes Numérique Libre comme France Numérique Libre, c'est que c'est assez compliqué pour une collectivité d'adhérer à une association ou de s'intégrer dans une structure. Le collectif, c'est vraiment la façon la plus simple de le faire. Et puis la deuxième chose, c'est que, et c'est la raison pour laquelle c'est l'Adulact qui a gentiment accepté d'héberger nos outils, c'est qu'on souhaite que les outils ne soient pas dépendants de l'une des collectivités qui constituent le collectif, parce que effectivement, on en a parlé, il peut y avoir des marches arrière qui sont choisies dans les collectivités, et on veut pas que ça mette en danger l'existence du collectif. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaie de construire quelque chose qui soit à la fois autogéré et en même temps pas complètement dépendant, pas dépendant des membres qui le constituent. Voilà la précision que je voulais apporter. Parfait. Allez, Olivier. Écoute, en quelques mots, ce que moi je dirais, c'est que pour l'ANL, c'est vraiment l'entraide. On l'a cité tout au long de l'émission, hein, c'est l'entraide, le partage des expériences, la capacité d'informer les autres et puis d'être plus assuré pour pouvoir aussi informer nos décideurs. On est vraiment à une époque charnière, je trouve, sur des thématiques de gouvernance numérique, de gouvernance de la donnée, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Tout ça se rencontre. On le voit bien hein, là avec l'initiative de monter un France Numérique Libre avec des demandes de tout niveau et de tout strat. Donc de l'entraide, du réseautage, du partage et voilà. La route est longue, mais la voie reste libre. Voilà, on cite Framasoft qui mérite d'être cité. Et Julien, enfin? Oui, dans le même sens que mes collègues. En effet, on invite tout le monde à se regrouper et à partager, on va dire, les blocages qu'il peut y avoir sur des préjugés et profiter de l'expérience d'autres collectivités qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là. Je pense que beaucoup de collectivités partagent les mêmes besoins, encore une fois, et si certaines collectivités peuvent avoir des retours d'expérience, c'est un gain de temps énorme. Et comme le disait Olivier, ça permet aux décideurs, on va dire, d'être un peu plus rassurés
sur ces logiciels et cette gestion de risque. Donc, unissons-nous et partageons nos expériences. Parfait, merci pour vos 3 belles synthèses, je pense qu'ils touchaient à des points importants effectivement de l'échange. Donc merci Julien Arnaud, DSI directeur du système d'information de la ville de Saint-Martin-du-Riage, Olivier Luthier, DSI de la ville de Fontaine et Nicolas Vivant, directeur de la stratégie de la culture numérique à Échirolles. Un grand merci à vous 3 et un merci pour ce que fait le collectif Alpes Numérique Libre et bon vent et à très bientôt j'espère. Merci Étienne. Merci à vous. Nous allons écouter un court extrait de Resistance par When the Birds Left. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Voilà, nous venons d'écouter un court extrait de Resistance par When the Birds Left, disponible sous licence Creative Commons Attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors nous allons poursuivre avec une nouvelle humeur de G. Salut G, alors si j'ai bien compris, aujourd'hui tu souhaites nous parler des abandonwares. C'est ça, salut à toi. On m'entend? Oui, c'est bon. Salut à toi Étienne et salut à toi public de Libre à vous. Dans l'informatique, on utilise beaucoup de noms en ware. On a le software, le logiciel, et le hardware, le matériel. À mi-chemin, on a même le firmware, oui, car firm, ferme, c'est entre soft, mou, et hard, dur. Le firmware, donc, c'est un microcode intégré dans du matériel. On pourrait aussi parler de bloatware pour toutes les applications inutiles préinstallées dans vos smartphones que vous ne pouvez pas virer. Moi, il y a quelques années, j'avais une app pour suivre les cours de la bourse sur mon téléphone, app que je ne pouvais pas désinstaller. C'est dire si les vendeurs de téléphones me connaissaient mal. Et puis quand j'étais petit, j'avais pas mal de jeux qui s'appelaient des shareware, un mot qui désignait en gros une démo jouable à l'issue de laquelle on pouvait payer pour avoir accès au jeu complet. Ça se partageait sur des CD-ROM dans des magazines, voire des disquettes, et on y trouvait de chouettes trucs comme Jazz Jackrabbit, une sorte d'alternative à Sonic pour PC, où le hérisson bleu est remplacé par un lièvre vert avec un gros bazooka, ou encore Wacky Wheels, un clone de Mario Kart où on jouait de petits animaux qui se balançaient des hérissons au lieu des carapaces de Mario Kart. Il y avait même des versions spéciales Noël de ces shareware avec des niveaux dans la neige, avec une petite musique de Noël, c'était super mignon. Bon, en vrai, j'ai jamais payé pour les versions complètes, donc j'ai énormément joué aux quelques niveaux de démonstration de ces fameux shareware, mais comme j'avais 5 ans et que j'étais pas très doué en jeu, ça me suffisait largement. Alors tous ces jeux qu'on avait souvent en shareware dans les années 90, que ce soit les fameux Jazz Jackrabbit, Wacky Wheels ou encore les Lemmings, Doom, Duke Nukem, Abuse, Commander Keen, Epic Pinball, Raptor, Jill of the Jungle et j'en passe, tous ces jeux que sont-ils devenus? Eh bien pas mal d'entre eux sont passés de shareware à abandonware. Abandonware, c'est un terme inventé à la fin des années 90 pour désigner des logiciels, souvent des jeux, abandonnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus édités et plus maintenus. Et avec l'émergence de l'Internet grand public, un regain d'intérêt s'est manifesté pour ces petits jeux rétro au détour des années 2000 et 2010. L'idée, c'est que comme ces jeux ne sont plus édités et que parfois leurs éditeurs n'existent même plus, on peut se permettre de se les partager gratuitement comme ça, par des sites internet spécialisés comme Abandonware France. Alors évidemment, ce principe n'a aucune base légale, le droit d'auteur s'appliquant techniquement même en l'absence de nouvelle édition. Mais bon, pendant pas mal d'années, il y a eu une sorte de tolérance, ça a plutôt bien fonctionné puisque, encore une fois, en l'absence de nouvelle édition, il n'y a aucun manque à gagner pour les éditeurs quand ils existent encore. En plus, on parle de vieux jeux qui sortaient souvent sur disquette et pesaient donc tout au plus quelques mégaoctets, le poids d'une petite chanson en MP3 en gros. Donc même pas besoin d'avoir de gros serveurs avec des débits de malade pour profiter de ces abandonware, bref, le bonheur. Et autour de ces abandonware se sont développés pas mal de nouveaux logiciels pour les faire fonctionner, souvent des logiciels libres d'ailleurs.
Bah oui, parce qu'un jeu fait dans les années 90, ça tournait souvent sur MS-DOS, ou éventuellement sur Windows 3.1, ou à la rigueur Windows 95. Alors, je sais que dans Independence Day, ils arrivent à créer un virus informatique compatible avec une technologie extraterrestre, mais dans le monde réel, assurer la compatibilité d'un logiciel entre ne serait-ce que 2 versions consécutives de Windows, c'est déjà pas forcément de la tarte. Et puis les jeux de l'époque, t'en avais certains qui utilisaient la fréquence du processeur pour cadencer l'horloge du jeu. Avec les processeurs actuels qui vont 1000 fois plus vite, ce genre de jeu devient un chouïa trop rapide pour être joué. On a donc vu l'arrivée de logiciels libres comme DOSBox, qui est un émulateur de MS-DOS dans lequel on peut faire tourner la majorité des jeux de l'époque. Je pourrais aussi vous parler de ScumVM, un autre logiciel libre quant à lui dédié au point and click comme Monkey Island, Day of the Tentacle ou Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide, les fabuleux jeux d'aventure de LucasArts qui restent encore aujourd'hui parmi mes jeux préférés, je dois dire. Ce n'est pas pour rien que le premier jeu vidéo que j'ai moi-même programmé, Super Flu Returns, est aussi un point and click. On a aussi des jeux comme Doom, le jeu de tir à la première personne légendaire, dont le code source a été publié en 97 et qui a depuis été porté sur absolument tous les systèmes de la Terre, même les plus improbables. On a Doom sur oscilloscope, Doom sur calculatrice, Doom sur thermostat, oui, sur le petit écran tactile d'un thermostat de radiateur, oui. Et des moteurs libres de jeux non libres, il y en a plein. Core6TH pour Theme Hospital, OpenJazz pour Jazz Jackrabbit encore une fois, OpenRCT pour la série des Roller Coaster Tycoon, etc. Et puis, bien sûr, on a toute une tripotée d'émulateurs de consoles de jeux vidéo, que ce soit les NES, Super NES et Game Boy de Nintendo, ou les Master System, Mega Drive et Game Gear de Sega. Oui, moi aussi je disais Game Gear quand j'étais petit, mais le mot anglais, on est bien d'accord que c'est Gear, hein. Bon, de toute façon, la prononciation du G en anglais, c'est un merdier, il y a qu'à voir tous les gens qui pensent que je m'appelle Guy. Non, c'est G, hein. Bref, les abandonware c'était super cool, on avait accès librement à une ludothèque immense de vieux jeux, un peu pixelisés certes, parfois un peu datés, pas toujours bien équilibrés, mais avec des vraies perles, et puis pas mal de nostalgie quand on a soi-même joué à ces jeux étant petit. Oui, parce que j'en ai retesté quelques-uns et passer la nostalgie c'était pas toujours ouf. Oui, je pense à toi, le Roi Lion, t'étais très joli comme le dessin animé, mais je t'ai retesté et mon Dieu, quelle horreur, la maniabilité. Malheureusement, l'âge d'or des abandonware, comme toutes les bonnes choses, a eu une fin. Et comme souvent, c'est l'appât du gain qui aura eu raison de cet âge d'or. On a pris une pratique sympa et désintéressée, la passion pour les vieux jeux, on l'a marketé, on a mis un prix dessus, on a verrouillé tout le reste et on a emballé tout ça dans un joli terme en ing pour faire classe, le rétro gaming. Ah bah oui, parce que les éditeurs de ces vieux jeux qui n'avaient pas encore mis la clé sous la porte se sont dit « Ah mais en fait, ça vous intéresse toujours, les vieux trucs pixelisés moches là? Ah bon? Ah non mais attendez, on va vous les revendre !» Et petit à petit, pas mal de sites comme Abandonware France se sont vidés de leurs meilleurs titres en précisant « Attention, ce jeu n'est pas un abandonware ». Et on a vu fleurir des rééditions de vieux jeux vendus sur des plateformes comme GOG, Good Old Games. Alors, une chouette plateforme au passage, sans DRM ni autre verrou numérique, mais bon. Vendre Jazz Jackrabbit, le jeu dont je parlais au début, à 10 balles, sans la moindre mise à jour graphique, la moindre amélioration, le moindre changement. 10 balles pour un jeu qui date de 94, il a 31 ans. Bah, je suis désolé, je trouve ça un peu abusé. On a aussi Nintendo qui propose de jouer aux jeux de ses anciennes consoles depuis sa dernière en date, la Nintendo Switch, via un abonnement. Voilà, tu paies tous les ans pour pouvoir jouer aux Zelda de la Super NES via un émulateur intégré même pas spécialement bien foutu, encore une fois sans aucune mise à jour graphique ni quoi que ce soit. Nintendo qui par ailleurs est vent debout contre ces mêmes émulateurs dont il profite gracieusement ensuite, parce que la cohérence c'est bien, mais le pognon c'est mieux. Alors je dis pas, c'est vrai que parfois c'est sympa d'avoir de vieux jeux avec un installateur moderne, avec un peu de maintenance derrière, tout ça, et puis on a parfois d'excellents remakes. Par exemple, Day of the Tentacle, un de mes point-and-click LucasArts préférés, s'est vu offrir un très joli remake avec des graphismes vectoriels de super qualité, une interface revue, ça vaut largement les 15 balles auxquelles il est vendu sur GOG, même si j'avais déjà acheté la version originale en boîte sur CD-ROM quand j'étais petit. Mais cette façon qu'ont les éditeurs de jeux de traire la vache à lait pixelisée encore 30 ans après, en profitant encore une fois du boulot gratos des gens qui ont pondu DOSBox, ScumVM et compagnie, tout en lançant la machine judiciaire contre les sites d'abandonware, ça m'agace un tantinet. Et ça me confirme que le domaine public, ce serait bien que ça n'arrive pas 70 ans après la mort des derniers auteurs et des dernières autrices d'une œuvre, mais par exemple 10 ans après la publication de cette œuvre. Parce que pour conclure, la grande mode des abandonware des années 2000, ça n'était pas un déchaînement de délinquance de pirates sans scrupules. C'était juste un phénomène logique, encore une fois assez désintéressé, de la part de gens passionnés qui n'avaient pas franchement l'impression de faire du mal à qui que ce soit en se partageant librement des vieilleries. Et si c'est un mécanisme si naturel et si inoffensif, ce serait pas mal que les lois sur le droit d'auteur reflètent un peu cette réalité, au lieu de servir comme toujours de mécanisme pour verrouiller des monopoles et assurer des rentes à des grosses entreprises au détriment des communs.
Allez, sur ce, salut à toi. Moi, je m'en vais dégommer quelques nazis sur mon portage GNU Linux de Wolfenstein 3D. C'est dans l'air du temps et ça va me détendre. Merci Gia. Moi je pensais que les nazis on devait en discuter avec eux sur le marché des idées, mais enfin C'était les années 90, on leur tirait dedans avec des fusils à pompe, c'était sympa. En tout cas voilà, c'est vrai que ça nous pose la question, est-ce que le droit d'auteur serait en tension avec l'idée du partage et de l'accès au savoir? Voilà, la question est en tout cas ouverte. Merci Gia pour cette nouvelle humeur. Et si je me trompe pas, on te retrouve la semaine prochaine pour un sujet au Café Libre pour discuter des actualités autour des libertés informatiques. Ouais, c'est ça. Bah, super, je te souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine alors. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, le premier samedi du Libre aura lieu samedi 1er février de 14 à 18h au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris dans le 19e. Venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec les nombreuses associations présentes. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu le vendredi 7 février. Le 20 février, rendez-vous à Échirolles pour la deuxième occurrence de l'Alpoes. On en parlait lors du sujet principal. L'Alpoes, l'événement isérois de l'écosystème du logiciel libre. Les événements, donc les conférences, les interventions seront diffusées en direct via une instance Peertube et c'est possible d'y accéder gratuitement. Il suffit de s'inscrire. Je vous invite à consulter l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Florence Chabanois, Julien Arnaud, Olivier Luthier, Nicolas Vivangi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouvez sur notre site web libreavou.org/232 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez également nous laisser un message sur le répondeur de la radio, pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 janvier à 15h30. Nous vous donnons rendez-vous au Café Libre pour parler de l'actualité des libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 28 janvier. Et d'ici là, portez-vous bien.